Et retrouvez maintenant un sujet surprise. Un sujet surprise. Présenté par Arlène et Manu. Le lynx. Le lynx a une fourrure longue et épaisse brun jaunâtre possédant parfois des taches sombres. Sa queue est courte, avec plusieurs anneaux et une extrémité foncée. Il possède des pattes postérieures longues. Ses pieds sont très grands et recouverts d'un pelage dense, ils peuvent mesurer 10 cm. Ses raquettes l'empêchent de s'enfoncer dans la neige profonde. Ses oreilles sont surmontées d'un fin pinceau de poils noirs et il possède le plus souvent une collerette flottante de fourrure autour du cou. Les longues pattes et le pelage épais font paraître ce lynx beaucoup plus grand qu'il n'est. Les mâles pèsent 10 kg environ, les femelles sont légèrement plus petites, environ 8,5 kg. Ces lynx peuvent mesurer de 80 à 100 cm pour la tête et le corps, avec une queue de 5 à 13 cm. On trouve ces lynx surtout dans les forêts boréales du Canada et de l'Alaska. Ils peuvent vivre aussi dans les zones cultivées entrecoupées de bois épais et les zones plus montagneuses. Il a reconquis depuis peu le nord des États du Wisconsin et du Minnesota aux USA. En effet, il a disparu des USA après une chasse massive pour sa fourrure. Il est encore chassé mais lors de périodes précises et sous contrôle pour éviter les excès. Le lynx roux, bobcat, lynx roux furs, Schreiber, il ressemble beaucoup au précédent mais il a généralement les pattes plus courtes et les pieds plus petits. La fourrure est courte, douce et dense, de teintes variées. Le dos va du gris clair au brun rougeâtre, plus sombre au milieu, la région ventrale est blanche. La robe peut être marquée de taches noires ou brun foncé, ou de raies. L'arrière de ses oreilles est noir avec une tache blanche bien visible. La queue est courte, blanche à la partie inférieure marquée d'une large bande noire sur le dessus de l'extrémité et de plusieurs raies sombres. Le lynx roux fait environ 2 fois la taille d'un chat domestique. Les mâles pèsent environ 10 kg et les femelles 7 kg. La longueur des mâles est de 72 cm avec une queue de 15 cm. Les femelles ont une longueur de 62 cm avec une queue de 14 cm. Le lynx roux vit dans une grande variété de biotopes, comprenant les forêts de conifères et de bois durs, la brousse et même le désert. Seule la neige semble être un facteur limitant l'espèce au nord. L'aire de répartition s'étend du sud du Canada au centre du Mexique mais ils ont été éliminés de certaines régions du Middle West et de l'Est des États-Unis. Le lynx d'Eurasie, lynx Linné. Ce lynx peut peser jusqu'à 38 kg, mais en moyenne il pèse 20 kg pour un mâle et 17 kg pour une femelle. Il mesure de 60 à 70 cm à l'épaule et la longueur de son corps va de 80 à 130 cm avec une queue de 11 à 24 cm. Le lynx préfère les zones forestières avec des sous-bois denses et couverts. Il sait toutefois s'adapter et est capable de fréquenter les biotopes rocheux, les forêts claires et même les broussailles. Il a été récemment réintroduit dans certaines régions, Allemagne, Yougoslavie, Suisse, Italie, Autriche et de France. Il est présent maintenant en Europe occidentale, en Russie, en Scandinavie, en Asie mineure, en Iran et en Irak. À l'est, il va jusqu'en Mongolie, la Mandchourie et les régions montagneuses de l'Asie centrale. Le lynx d'Espagne ou lynx pardel, lynx pardinus, Taemang, le lynx d'Espagne a une robe beaucoup plus tachetée que celle du lynx d'Eurasie. Toutefois, ces deux félins sont bâtis de la même façon. Le lynx pardel est beaucoup plus petit que son cousin d'Eurasie comme on le remarque souvent chez les espèces vivant plus au sud. Il pèse en moyenne 12 à 13 kg pour le mâle et un peu moins pour la femelle. Le mâle atteint 98 cm et la femelle 88 cm. La queue mesure 12 à 13 cm chez les deux sexes. Sa forte ressemblance avec le lynx d'Eurasie mais aussi la probable cohabitation des deux espèces dans les Pyrénées dans le passé laisse perplexes les scientifiques. Le lynx d'Espagne est peut-être une sous-espèce du lynx d'Eurasie. Ce dont on peut être sûr est qu'ils ont un ancêtre commun qu'ils ne partagent pas avec les autres lynxers. Les scientifiques travaillent beaucoup sur ce sujet, surtout pour déterminer à quel point le lynx pardel est menacé.
Il habite les surfaces boisées des zones montagneuses reculées, les dunes et la brousse du Coto Donana, du sud-ouest de l'Espagne. Il se maintient localement au Portugal et avec de fortes suspicions, dans les Pyrénées. Pendant longtemps, les scientifiques se sont demandé s'il restait des lynx dans les Pyrénées. Il semblerait qu'une faible population ait pu survivre jusqu'à aujourd'hui. Le lynx pardel a la répartition la plus petite de tous les lynx voire d'un grand nombre de mammifères. Le caracal, lynx caracal, Schreber. Malgré une forte ressemblance avec les autres lynxers, le caracal est aujourd'hui considéré comme un groupe à part. Il n'est pas encore bien placé dans l'arbre des félins mais il se rapprocherait plus du serval. Le caracal possède de longues jambes, un corps élancé et une queue courte. Ses pattes postérieures sont plus longues que les antérieures. Le pelage, court et uni, est brun-rouge sur le dos et les flancs, il est blanc au menton, à la gorge et sur le ventre. L'arrière des oreilles est noir. Celles-ci sont surmontées des plus longs pinceaux de poils noirs, 4,5 cm. Des caracals complètement noirs ont été signalés. De la taille d'un épagnol springé, les caracals sont les plus lourds des petits félins d'Afrique, 15 kg pour les mâles et 11 kg pour les femelles. La longueur est comprise entre 60 et 105 cm, avec une queue mesurant de 30 à 35 cm. Il vit dans les zones boisées sèches de la savane ou de la brousse à acacia, sur les collines arides stépiques et les montagnes sèches. On ne le rencontre ni dans les véritables déserts ni dans les forêts tropicales denses. Il a donc conquis l'Afrique septentrionale, l'Afrique centrale et l'Afrique méridionale, une partie du Moyen-Orient, de l'Arabie saoudite, de l'Asie centrale soviétique, de l'Afghanistan et du Pakistan, jusqu'au nord-ouest et au centre de l'Inde. Sa technique de chasse. La technique de chasse du lynx est très intimement liée à sa morphologie. C'est le résultat de l'évolution et d'une longue sélection naturelle. À chaque séquence de la chasse, correspondent une ou plusieurs aptitudes physiques ou physiologiques spécialement développées. Une partie de chasse peut se résumer à recherche d'une piste, approche de la proie, attaque surprise, immobilisation, exécution, dégustation. Le lynx chasse surtout à l'aube et au crépuscule. Il se sert donc de son excellente vue nocturne et de son ouïe fine pour repérer sa proie. Il est capable de la détecter jusqu'à 300 mètres. Le pistage peut prendre des heures et le lynx parcourt souvent de grandes distances juste pour trouver son repas. Comme il joue sur l'effet de surprise, le lynx s'approche à pas feutrés, ramassé sur lui-même et oreilles rabattues. Il utilise le couvert végétal pour se camoufler. En effet, son pelage se confond aisément avec le tapis feuillu. Ses pattes en forme de raquette lui permettent de ne pas s'enfoncer dans la neige, ce qui lui donne un avantage important lorsqu'il doit courir, soit pour rejoindre sa proie, soit pour échapper à ses propres prédateurs. Tapi dans un coin, il observe longuement sa proie. Il attend le meilleur moment pour lancer son attaque. Schéma des positions de chasse du lynx, quand il trouve le moment opportun, il bondit sur sa proie. En un seul bond, il peut franchir jusqu'à 5 mètres. Si ce n'est pas suffisant, il doit faire vite. Sa faible capacité cardiaque en fait un mauvais coureur de fond. Cependant, sur courte distance, il reste très rapide. S'il rate sa première attaque, il n'aura qu'une chance sur 6 de pouvoir attraper son butin. Il a aussi été montré que 70% des attaques lancées à moins de 20 mètres aboutissent à une capture. Plus le lynx lance son attaque proche de sa proie, plus il a de chances de faire un bon repas. En cas d'échec, il devra quitter les lieux car les autres proies potentielles ont été averties de sa présence et seront trop attentives pour que le lynx ait la moindre chance de réussir une autre attaque. Une fois proche de sa proie, le lynx la saisit et l'immobilise grâce à ses griffes rétractiles finement aiguisées. Les grandes proies sont saisies par le flanc alors que les plus petites sont attrapées par la nuque. Le lynx tue les ongulés par étouffement en comprimant leur trachée artère à l'aide de sa puissante mâchoire. Celle-ci étant réduite seulement à 28 dents, la force du levier est plus puissante. Pour les petits rongeurs, il brise la colonne vertébrale d'un coup de croc voire d'un viol coup de patte. Schéma des positions de chasse du lynx. Voici un schéma récapitulant les différentes positions que peut prendre un lynx durant une séquence de chasse. Repérage. Attente couchée. Attente assise. Déplacement. Déplacement en position allongée. Déplacement feutré. Camouflage. Préparation au saut. Saut. Cette technique est la plus répandue parmi les félins. Regardez bien votre chat.
Vous pourrez retrouver dans ces jeux voire même pendant ces parties de chasse, les comportements et les positions décrits pour le lynx. Cette technique diffère des canidés, par exemple, qui cassent plutôt en meute et qui comptent sur leur endurance et les embuscades pour attraper leur proie. Attention à ne pas généraliser, certains félins, lions, cassent en groupes et certains canidés, renards, cassent seuls. Une fois morte, la proie est traînée à couvert. Le lynx aime manger en toute tranquillité. Il commence le plus souvent par les gigots et l'arrière de la bête. Lorsqu'il a fini, il ne reste plus que la tête, les os, la peau et les viscères. Il ne lui suffit que de 1,5 à 3 kg de viande par jour. Il peut revenir plusieurs jours de suite sur une même proie, qu'il a ou non recouverte de feuilles, de terre et de mousse. Il a pour habitude de recouvrir les endroits déjà mangés par la peau de la bête. Le lynx n'est pas un charognard et il ne mange que les proies tuées par ses soins. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le lynx ne privilégie aucunement les proies malades ou âgées. Ceci est dû à sa technique de chasse. Il ne cherche pas à fatiguer sa proie mais choisit plutôt celle qui est la moins vigilante, la plus exposée à son attaque. Le lynx s'est spécialisé pour la chasse à l'ongulé moyen. Le chevreuil est sa proie de prédilection. Son menu. La proie de prédilection du lynx est le chevreuil. Cependant, étant donné l'étendue de son aire de répartition, le chevreuil n'est pas son seul mets favori. On observe des différences, en particulier dans les lieux où ces deux animaux ne cohabitent pas. On trouve par exemple, à l'est de la Finlande, le lapin variable. En Norvège, le renne. Dans les forêts boréales et montagnardes, les tétras. En Amérique du Nord, le lièvre à raquette. Malgré cette préférence, le lynx est un animal opportuniste. Il se contente de peu quand son estomac le presse. On retrouve ainsi dans ses repas des petits rongeurs, campagnols, écureuils, martres, marmottes, souris, lapins, lièvres, des escargots, des lézards, des oiseaux, etc. Mais aussi, des rennes, des chamois, des renards et des fans, des cerfs, daims, caribous. On ne retrouve que rarement des chiens et des moutons et, a priori, pas d'humains. Ses habitudes varient avec les saisons. En hiver jusqu'au printemps, ce sont surtout les grosses proies car elles sont fatiguées puis les nouveau-nés arrivent. Ensuite, ce sont plutôt les lapins et les lièvres qui ont sa préférence. Le lynx d'Eurasie semble tuer plus de cervidés que ses cousins. Elle varie aussi selon l'âge et le sexe. Les femelles et les subadultes, plus petites pour les unes, plus inexpérimentées pour les autres, choisissent des proies plus petites. Ils attaquent préférentiellement les lapins, les lièvres et les petits rongeurs. Malgré ce que peuvent dire certains chasseurs ou ennemis du lynx, celui-ci ne prélève que 2 à 3% du cheptel alors que l'accroissement moyen de celui-ci est de 24 à 25% suivant les années. De ce fait, il ne peut pas être considéré comme un concurrent direct de la chasse. Son territoire. Le lynx est un animal territorial. C'est-à-dire qu'il investit un lieu plus ou moins grand où il s'installe, chasse, se reproduit. Il sort rarement de son territoire, sauf les mâles en période de rut pour retrouver une femelle réceptive. Quand ils quittent leur mère, le jeune lynx cherche un territoire. Les mâles vont souvent plus loin que les femelles. Le territoire du mâle est en moyenne plus grand que celui des femelles. Il recouvre en partie ou en totalité un ou plusieurs territoires de femelles. La surface dépend de plusieurs critères. La densité de proie est importante, comme la présence d'abris sûrs pour dormir ou mettre bas. Elle dépend aussi de la période de l'année. En hiver, le lynx a tendance à parcourir des distances plus importantes pour trouver une proie, tandis qu'en été, surtout à la période de la mise bas, il se cantonne près d'un ou plusieurs abris. Le marquage est un moyen pour le lynx d'éviter de faire des rencontres. Il se manifeste par des dépôts odorants, urine, sacs anaux, liquides de glandes sudoripares, des coups de griffe. Cependant, il ne dépose pas ses crottes en évidence pour le marquage. Il se soulage là où il a envie, c'est-à-dire là où il se repose en général, sans avoir vraiment de coin qu'on pourrait assimiler à des latrines. La relation prédateur-proie. Le cycle démographique du lynx suit celui de ses proies, en particulier celle du lapin et du lièvre. Lorsque les lièvres sont en abondance, le lynx connaît une explosion démographique. Seulement l'herbe vient à manquer et la population du lièvre diminue suivie de près par celle du lynx qui trouvant moins à manger ralentit les naissances. L'herbe repousse, le lièvre se fait moins chasser, donc sa population réaugmente et avec elle, celle du lynx car comme il y a plus de proie, il y a plus de naissances.
Ce cycle s'étend, selon les experts, en moyenne sur une dizaine d'années. Il existe un modèle mathématique mis en place pour les réserves. Les scientifiques l'utilisent pour réguler les populations présentes quand celle-ci devient trop importante, agrandissement de la surface de la réserve, chasse organisée, déplacement de noyaux d'individus. Ou inversement quand ils constatent une régression de population. L'appel et l'accouplement. Le lynx est réputé pour être un solitaire. Cependant les territoires des mâles et des femelles se recouvrent en partie. Il n'est pas rare qu'ils se rencontrent mais la plupart du temps ils s'ignorent ou s'évitent. Cependant à partir de décembre, les rencontres deviennent de plus en plus fréquentes. Le mâle comme la femelle laissent des marques odorantes de leur passage. Elles permettent de savoir qui était là. Il n'est pas question de rencontrer n'importe qui. Au début du printemps, commence vraiment la saison des amours. Le mâle en rut lance de longs appels rauques. La femelle décide de lui répondre, ou pas. La période de rut dure de début février à avril avec un maximum vers le mois de mars. La femelle n'a qu'une seule ovulation par an. Après la rencontre, les deux congénères se flairent et se saluent. Le salut lynx est un genre de frottement tête contre tête avec reniflement des parties génitales et léchage mutuel. Pendant plusieurs jours, ils ne se quittent plus. Il faut savoir à qui on a affaire. Pas question de rester avec un mauvais mâle. Après l'accouplement, chacun retourne dans son territoire. La femelle élève seule sa progéniture. Un mâle peut s'accoupler avec plusieurs femelles mais une femelle ne s'accouple qu'avec un seul mâle. Les femelles peuvent se reproduire dès leur première année à condition que l'effectif des proies le permette et que la densité des lynx ne soit pas trop importante. Si une des conditions n'est pas respectée, soit elles ne se reproduisent pas, soit elles vont plus loin. Les mâles, quant à eux, peuvent se reproduire dès leur deuxième année. Les lynx peuvent se reproduire tout au long de leur vie, c'est-à-dire jusqu'à 15 ans, qui est la durée de vie moyenne du lynx. La naissance. Après 1 mois et demi, sentant le jour arriver, la mère cherche une tanière difficile d'accès et protégée à la fois du vent et de la pluie mais aussi des prédateurs éventuels. La gestation dure environ 2 mois, 63 à 70 jours. La mise bas se fait dans la discrétion. Ainsi naissent entre un à 6 petits, le plus souvent 2, aveugles et dont la première préoccupation est de trouver la tétine leur procurant le doux lait chaud de maman. Ils ouvrent les yeux au bout de 10 jours et après 2 semaines de jeûne la femelle peut enfin partir à la chasse, les petits peuvent l'attendre. Après 1 mois, elle commence à régurgiter la viande qu'elle a chassée et prédigérée pour les petits. La mère est toujours inquiète et méfiante. Un aigle qui survole trop souvent la tanière, et vite elle déplace ses petits vers un coin plus sûr. Le déplacement se fait par la peau du cou. Grandir. À 2 mois les petits sont joueurs, turbulents et curieux de tout. Les jeux leur apprennent à développer leur force et leur agilité indispensables pour l'âge adulte et la chasse. Et qui est leur partenaire? Maman bien sûr. C'est une partenaire idéale car très patiente. Ils commencent aussi à sortir de temps en temps, toujours accompagnés de leur mère. À 3 mois les sorties deviennent de plus en plus fréquentes et longues. Bien qu'ils mangent de la viande depuis 2 mois, ils têtent encore leur mère. Maintenant elle leur apporte de petites proies vivantes afin qu'ils apprennent pas à pas l'art de la chasse. Âgés de 12 semaines, 4 mois, leur initiation à la chasse nocturne commence. Ils apprennent à rôder en silence, à attraper leurs proies et à les tuer, même si au départ c'est toujours maman qui se charge de cette dernière étape. Ils doivent absolument devenir de bons chasseurs pour avoir plus de chances de survivre une fois seuls. À 6 mois, lorsqu'ils atteignent la taille d'un gros cocker, ils subissent un sevrage progressif. La mère est une mère attentive et dévouée. Tout au long des jours qu'elle a passés avec ses petits, elle leur a fait une toilette rigoureuse. La séparation. La première année, les jeunes sont incapables de se débrouiller tout seuls. C'est une période critique. En effet, si la nourriture vient à manquer, ils ont une chance sur 2 de mourir. Après l'hiver, les petites proies disparaissent et il faut apprendre à en attraper de plus grandes. Ils ne savent pas véritablement encore tuer, ils ne font que rabattre le gibier vers leur mère. Durant la seconde année jusqu'au printemps, ils apprennent à chasser et tuer les grosses proies. Ainsi ils sont prêts à affronter la vie sans leur mère. C'est au printemps qu'ils se séparent. Généralement, les frères et sœurs restent un peu ensemble avant de se quitter eux aussi. Chacun doit trouver son propre territoire.
Les femelles ont tendance à s'installer non loin de leur mère, sauf si les proies manquent. Les mâles, eux, vont plus loin et parcourent parfois de longues distances, avant de trouver un nouveau territoire. Murès et réputation. La réputation du lynx ne fut pas difficile à établir étant donné la discrétion de cet animal. En effet, on ne connaît réellement ses habitudes que depuis 1950. Avant cette date on pouvait lui attribuer les Murès qu'on voulait. Sanguinaire, asocial, vagabond, instable, imprévisible, gaspilleur. Le tableau n'était pas charmant. La liste des vices pourrait être encore longue, mais les scientifiques ont pu démontrer que la plupart n'étaient pas justifiées. Sanguinaire, gaspilleur. Nullement, le lynx comme les autres prédateurs dignes de ce nom ne tue que pour se nourrir, et non pour son plaisir. Étant d'un naturel craintif, timide surtout envers l'homme, il est rare qu'il s'en prenne aux brebis ou aux animaux domestiques. De plus, comme nous l'avons déjà vu, il peut revenir sur une même proie plusieurs jours de suite, s'il n'est pas dérangé afin de presque tout manger. Autre chose, lorsque le lynx attrape la rage, il ne devient pas agressif comme le renard ou le chien mais il se prostre dans un lieu tranquille et meurt avant d'avoir transmis la maladie. Vagabond, instable. Le lynx est un prédateur territorial qui une fois installé reste dans son domaine. Celui-ci est plus ou moins vaste selon l'abondance des proies. Dans une région comprenant un grand nombre de proies, le lynx aura un territoire plus petit qu'un lynx dont la région comprend peu de nourriture. Le territoire peut aussi varier avec les saisons toujours en rapport avec le nombre de proies disponibles. Il dépend d'une espèce à l'autre, 6,5 à 240 km² pour le lynx d'Amérique du Nord, 12 à 100 km² pour le lynx d'Espagne, 15 à 120 km² pour le lynx d'Eurasie, 0,9 à 42 km² pour le lynx roux. Le mâle possède un domaine plus grand que celui de la femelle car il recouvre partiellement ou en totalité celui d'une ou plusieurs femelles. A priori, il n'existe pas de forme de défense du territoire au sein des lynx, ils essaient seulement de ne pas se rencontrer. Pour cela, ils utilisent le marquage par dépôt odorant, excrétion, urine, griffure. Ainsi, il semble qu'il évite tout conflit direct. Asocial. Il est vrai que le lynx est un animal solitaire qui ne tolère aucun intrus. Aucun? Pas vraiment. Les femelles et les jeunes mâles non matures partagent son territoire. De plus, pendant la saison des amours, le mâle et la femelle restent continuellement ensemble. Ils partagent entièrement leur journée. Le lynx est un prédateur qui chasse surtout à deux moments précis, à l'aube et au crépuscule. On dit que c'est un animal crépusculaire. Il n'est pas véritablement nocturne car il se repose de nombreuses fois dans la nuit, surtout s'il doit parcourir plusieurs kilomètres afin de trouver de la nourriture. La journée, il cherche un endroit reculé, loin des regards des curieux, un massif de résineux par exemple car il ne laisse pas de traces. Là, il dort mais il peut aussi observer une toilette rigoureuse ou scruter son territoire, s'il se trouve sur une hauteur. La réintroduction. Pourquoi une réintroduction? Le déclin. La chasse et la réduction des surfaces forestières sont les principales causes de la régression de l'espèce. Mais il fut aussi piégé et empoisonné pour sa fourrure, sa réputation de voleur de gibier et d'être un ennemi de l'homme. Cela continua même après la tardive interdiction de le chasser qui fut établie à partir de 1975. Il disparaît des forêts et des plaines après le Moyen Âge et est éliminé du bassin parisien au XVIe siècle. Son extermination totale survient en France au Xe siècle, des Vosges en 1650, du Massif central en 1875 et du Jura en 1885. Après une chasse impitoyable, quelques scientifiques se sont intéressés à cet animal et à d'autres prédateurs et ils ont prouvé qu'ils sont une maille importante du cycle de la vie. Ainsi, il devient nécessaire pour un petit groupe de voir réapparaître le lynx dans nos massifs. Le début de la protection. La première mesure de protection fut l'inscription du lynx sur la liste des animaux menacés en 1971, alors qu'il n'était inscrit que sur l'annexe 2 de la Convention sur le commerce international des espèces menacées, CITE, ce qui voulait dire que le commerce de peaux était autorisé mais contrôlé. De nos jours, il n'est plus question de vendre des peaux de lynx, qui est considéré comme animal en voie de disparition. Il faut dire que le commerce de peaux de grands prédateurs est de plus en plus interdit. Un programme de réintroduction commence à voir le jour dans les années 70. Les lynx sont capturés dans un pays où ils sont nombreux ou viennent d'un zoo.
Avant d'être relâchés dans leur nouveau domaine, ils sont vaccinés, tatoués et munis d'un collier émetteur sous anesthésie, puis ils subissent un traitement fortifiant de vitamines et d'huile de foie de morue. Un suivi journalier permet de localiser les lynx et a ainsi permis une meilleure compréhension de cet animal et de ses muresses. Lors du lancement de ce programme, il y eut un problème avec des animaux élevés en captivité et qui avaient perdu la peur de l'homme. En effet, ils allaient trop près des habitations et allaient même jusqu'à visiter les poulaillers ou les enclos d'animaux domestiques. Il s'est avéré qu'ils ne savaient plus se débrouiller d'eux-mêmes, il fallut donc les capturer et penser à ne prendre que des animaux restés sauvages. Les réintroductions. Dans les Vosges. Le projet en lui-même est né en 1972. Depuis cette date, 19 lynx, 8 femelles et 11 mâles, ont été réintroduits dans les Vosges. Malheureusement 5 sont morts dont 3 chassés illégalement, Elisa, Alex et Boric. Malgré ces drames, un espoir subsiste. En effet, depuis 1983, 6 indices de reproduction ont été recensés. Rappelons ce qu'il s'est passé. Le vendredi 30 octobre 1987, une scientifique découvre le collier émetteur sectionné et enterré d'Elisa, une femelle de 3 ans venue du zoo d'Ostrava et relâchée dans les Vosges le 27 mars 1987. Ce qui fut un choc car elle était mère de 3 petits lynx, une première dans le programme de réintroduction. Cela voulait dire non seulement la mort d'Elisa mais aussi, de ce fait, celle de ses 3 petits. Il faut aussi rappeler que le père, Sixty, avait mystérieusement disparu, sûrement chassé pour être empaillé. À cette époque, seuls 6 des 12 lynx d'Ostrava avaient survécu. Du couple relâché le 3 mai 1983, Boric avait été abattu par un braconnier en 1994 et la femelle, Xeni, est peut-être encore en vie, aujourd'hui. En mars 1986, on trouvait les restes d'Alex, un autre mâle lâché un mois après Boric. Aux environs de juillet 1993, on pense qu'il reste 7 ou 8 individus sur les 13 en théorie. En effet, une panne du collier émetteur existe, mais les chercheurs ont un autre moyen de pister les lynx, une chienne. Avec elle, ils peuvent donc retrouver la trace de leur protégé et ainsi déterminer s'ils sont en vie ou non. Dans le Jura et les Alpes. Dans le Jura, la réintroduction a été plus facile. En effet, depuis 1971 à 1976, 20 lynx ont été libérés en Suisse, côté Jura. La première observation du côté français se fait en 1974 et en 1975 dans les Alpes, puis suit une première phase de colonisation du Jura et de l'Ain jusqu'en 1980. On constate des attaques de troupeaux à partir de 1984, mais pas de chasse ou de braconnage. Comme quoi, la cohabitation peut exister même si elle n'est pas parfaite. En 1993, on compte aux environs de 150 observations dans le massif jurassien. Dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées, il n'a jamais totalement disparu. Il s'est maintenu de 1850 à 1950 et après 1960 on observe un nouveau développement. Il existe une particularité dans cette région qui tient au fait de la présence de 2 espèces de lynx, le lynx d'Eurasie et le lynx d'Espagne, dont les relations ne sont pas encore élucidées. Il semblerait que le lynx d'Espagne descendrait du lynx d'Eurasie et qu'il en diffère essentiellement par la taille, ce qui est logique car les espèces vivant plus au sud ont tendance à être plus petites que celles du nord. Il ne faut pas oublier non plus les lynx en captivité, on compte 156 lynx roux et 110 eurasiens.
venez d'écouter le sujet surprise. Le sujet surprise. Présenté par Arlène. et Manu. pom 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 pom.